Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors, on va faire un petit update au niveau des marchés US. Alors, la semaine dernière, on a vu au niveau du S&P 500 que justement l'objectif était d'aller tester ce nouveau support-là vers 4060-65. Donc, on est allé effectivement le tester. On a eu l'événement de la Fed, ça crée pas mal de volatilité sur les marchés. Pour l'instant, pour moi, on reste toujours quand même dans une configuration plutôt baissière avec le Dead Cat Bounce. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a eu le gros rebond ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des marchés baissiers avec un VIX qui reste bien évidemment aux alentours de 30, on a des gros mouvements intraday. Donc, ça peut aller effectivement de 2, 3, 4, 5, 6%, ça dépend. On a eu du 6% sur le Nasdaq. Donc, effectivement, ça reste un marché très volatile. Donc, les rebonds sont volatiles et les chutes sont volatiles aussi. Donc là, je vais revenir au niveau du S&P 500. Donc c'est vrai que à très court terme, peut-être qu'on peut avoir un petit rebond vers ces niveaux ici. Donc aller retester vers ici. Mais personnellement, c'est vrai que sur la grosse photo, mon avis reste quand même un peu le même. Avec des fortes probabilités pour moi qu'à un moment donné, on casse ce support ici. Alors pour plusieurs raisons, hein. Donc déjà, une des raisons, c'est vrai qu'actuellement, le sentiment est très négatif sur les marchés, donc pessimiste, sauf que l'exposition est quand même très élevée. Donc là, pour moi, il y a comme un écart, un mispricing entre l'exposition des gens en général, ils n'ont pas beaucoup, forcément, ils sont très investis sur les marchés, et le sentiment du marché. Donc c'est vrai que si on est dans un bull market, là actuellement, le sentiment est trop négatif, et si nous sommes dans un bear market, le sentiment est trop positif. Donc pour moi, c'est pour ça que ici, on a un écart à aller chercher, donc aller repricer et forcément la volatilité va être en mesure de repricer tout ça. Alors, c'est vrai que quand on regarde un indicateur BREF, donc un indicateur BREF, c'est à peu près le nombre, surtout ici, le nombre de compagnies d'actions du S&P 500 qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200. On en a 34%. Alors si je dézoome et que je vais au niveau du mensuel, généralement, c'est vrai que vraiment les bons prix à long terme commencent à être dans cette zone ici jaune qu'on vient tester à plusieurs fois dans le passé. Ça n'arrive pas non plus 6 fois par année, bien évidemment, mais c'est vrai que ce sont les meilleures zones. Personnellement, je préfère attendre ces niveaux-là pour revenir, pour la simple et bonne raison parce que la photo, la grosse photo macro est vraiment pour l'instant pas très jolie. C'est la seule raison vraiment pour laquelle je préférerais attendre ici qu'on aille chercher les 14, 15 ici dans un premier temps et voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Comme j'expliquais, il n'y a pas les initiés qui sont rentrés encore non plus. Donc, on sent qu'il y a un sentiment encore qui est quand même assez réticent au niveau des marchés. Alors, au-delà de ça, on est toujours dans un environnement risk-off, hein, étant donné qu'on peut voir que les obligations à haut rendement sont quand même pas mal baissières. Au niveau justement des credit spreads, on peut voir que, vous voyez ici, ça s'élargit. Alors ça, c'est comme un peu un VIX. Donc, vous voyez, par exemple, lors de la chute du Covid, ça s'est quand même beaucoup élargi. Donc, c'est signe de risque du crédit. Et ici, c'est pareil. Hein, donc, fin 2018, avec, vous vous rappelez, à peu près le 20% de correction sur les marchés. Là, c'est pareil. Vous voyez que le credit spread est monté vers les mêmes niveaux et qu'on a corrigé les marchés vers 20%. Donc c'est pour ça que là actuellement je trouve qu'on est quand même un peu encore en arrière par rapport à ça. Alors après je peux me tromper bien évidemment, hein. Je n'ai pas la science exacte, mais il y a d'autres multiples raisons aussi qui font que je pense qu'on n'a pas forcément fini et que pour moi je préfère garder du cash et attendre des occasions où il y a un peu plus de, comment dire, de stabilité sur les marchés que de me dire allez j'y vais, j'ai mis tout mon cash dedans et puis voilà. Donc là on peut voir justement qu'au niveau du GDP, là vraiment bon, on est en ralentissement de la croissance depuis l'année dernière, bon ça c'est pas nouveau, sauf que là on s'approche vraiment de zéro et en plus on est en dessous de la moyenne sur 10 ans. Donc en dessous de la moyenne au niveau de la croissance du GDP, ça contracte de plus en plus. Donc là j'attends les données du mois de mai, enfin que la mise à jour au mois de mai pour les données avec le mois d'avril. Et là, on va voir à ce niveau-là. Alors, ce qu'on peut voir aussi, ce qui est intéressant, parce que ce n'est pas juste ça qu'il faut regarder, on peut aussi constater, comme vous pouvez voir là, au niveau des revenus personnels réels, donc après inflation, on peut voir qu'on est largement aussi en dessous
de la moyenne hein, sur 10 ans. Donc ça, c'est normal avec l'inflation. On s'entend que ça a pas mal fragilisé, bien évidemment, les revenus personnels et que ben, ça on peut aussi un peu le sentir, je ne sais pas si vous avez vu ce dernier graphique que j'ai mis en avant. Donc on va aller le voir tout de suite, hop, donc c'était sur mon Twitter de celui-ci. Alors je pense que justement les consommateurs ont de moins en moins d'argent disponible après inflation à la fin des mois et donc on a vraiment un survol, pas un survol, vraiment un mouvement très haussier au niveau des dépenses sur les cartes de crédit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Amérique du Nord, on a des cartes de crédit. Je sais qu'en France, on n'a pas forcément ça, c'est des crédits à la consommation. Mais aux États-Unis, on a des cartes de crédit, même au Canada, en Amérique du Nord. C'est comme une carte bleue, mais sur crédit. Donc qu'on utilise au quotidien pour aller faire des courses, pour acheter des choses en ligne, peu importe. Donc voilà. Donc là, on peut voir que on a dépassé les niveaux justement actuellement au niveau des credit cards. Ce qu'il faut savoir autre chose, c'est que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit comme ça sont à environ de 20% en moyenne. Alors ça, c'est pas négligeable quand même à savoir, parce que 20% en moyenne, quand effectivement on voit qu'il y a autant de monde qui sont sur les cartes de crédit, ça fait quand même peur. Alors c'est vrai que comme je disais, bon là, comment dire, les revenus personnels après inflation sont quand même très bas, mais cependant, ce qui tient actuellement et ce qui fait que la Fed aussi reste toujours vraiment très hawkish dans sa façon de faire, c'est le taux d'emploi, enfin l'emploi qui est vraiment très serré. Donc il y a vraiment le plein emploi et du coup ben, c'est ça. Mais sauf qu'à un moment donné quand ça va, parce qu'ils essayent de tuer l'inflation par la demande, donc quand, à un moment donné quand ça va un petit peu s'inverser et qu'on va avoir un taux de chômage qui va commencer à monter ou des nouveaux emplois qui vont pas forcément être dans la tendance actuelle haussière, ben, ça va effectivement affecter plusieurs choses parce que quand on voit le niveau de crédit des gens en général, plus les revenus actuellement disponibles qui sont vraiment de plus en plus bas. Et d'ailleurs, les revenus réels, pardon. Et d'ailleurs, les revenus disponibles après taxes, après inflation, sont négatifs aussi. Donc ça fait quand même, ça va affecter pas mal. Alors, je reviens juste par rapport à ça. Ce graphique, ça démontre en fait vraiment le, le l'emploi, comment dire, le marché de l'emploi, excusez-moi, le marché du travail. On peut voir qu'il y a eu, donc ça ce sont les nouveaux postes ouverts aux États-Unis, moins le taux de chômage. Donc on peut voir que vraiment le nombre d'emplois, nouveaux emplois ouverts, ben, quand même supérieur au taux de chômage, même 5,6 millions d'ouvertures de postes, ce qui est quand même beaucoup, comme on peut constater par rapport au passé. Donc ça, c'est un peu ça qui tient actuellement vraiment la politique monétaire actuellement très au quiche, très comment dire agressive, c'est cet élément-là, c'est le taux de chômage qui est quand même assez bas et ces chiffres-là au niveau du travail. Mais sinon, c'est vrai que tous les autres chiffres, comme on peut constater, c'est pas parce que les gens ont travail que ça va très bien non plus, comme on peut constater avec le niveau de crédit qui a augmenté fortement. On peut voir qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent qui reste à la fin du mois. Donc voilà, donc ça va avoir probablement un impact, hein, parce qu'avec des taux aussi hauts aussi, ça va avoir un impact à un moment donné. Donc ça, c'était un petit peu la petite parenthèse. Alors, ce que j'avais dit aussi, c'est que quand on regarde le marché des obligations, alors on dit que les obligations sont les premiers à cracher, comme on dit hein, généralement. Bon, surtout dans un environnement inflationniste, parce que sinon les obligations bougent à l'inverse des actions. Mais là, en fait, on voit que c'est baissier depuis, ben là, à partir de janvier, en fait, ça bouge dans le même sens que les actions parce qu'on est dans un environnement inflationniste. Donc les obligations sont vraiment en sell-off majeur, c'est-à-dire les ventes majeures, puisque ce sont des produits qui vraiment ne se performent pas du tout dans un terme d'inflation à cause des taux. Donc là, on peut voir qu'on a eu vraiment la vente majeure au niveau des obligations. Et ben, dans la théorie, on dit que les obligations crachent avant le marché equity. Donc on va voir si la théorie se confirme. Mais là, on peut voir déjà qu'on a cassé une trendline à très long terme qui s'est maintenue pendant très longtemps. Donc ça, c'est à savoir. On peut voir donc que les taux US aussi voilà, continuent leur poussée. Alors ça, c'est bien évidemment des taux actuellement qui montent. Eh bien, ça engendre quoi? Ça engendre une politique monétaire au quiche et donc un dollar haussier aussi.
et donc un dollar haussier. Qu'est-ce que ça implique? Donc on peut voir que le dollar aussi est très élevé. Le fait que le dollar soit haut, ça n'encourage pas les investisseurs étrangers à acheter des obligations puisque le dollar coûte actuellement, c'est trop cher de hedger en achetant des obligations et hedger la monnaie contre le dollar. Donc voilà. Donc probablement quand on va avoir une prise de profit pour moi sur le dollar, cet argent-là va aller dans des obligations et donc le marché des obligations va rebondir. Cependant, si l'argent ne va pas forcément dans le marché equity, lui, va se fragiliser à ce moment-là. Encore plus, enfin, je pense. Donc après, si je rajoute par exemple des indicateurs, on peut voir que de toute manière, le momentum sur les taux US, donc là je suis sur le taux 10 ans, hein, c'est le taux majeur, on peut voir au niveau du daily qu'on a quand même un petit peu de, voyez ici, de divergence qui se produit sur donc les niveaux plus hauts. On peut le voir aussi si je rajoute par exemple le MACD. Donc là on peut voir qu'il y a une force de momentum qui est de moins en moins élevée. Comme vous pouvez voir ici, hein, là aussi au niveau du MACD. Donc là, on fait un nouveau plus haut avec moins de momentum. Donc à un moment donné, ça va un petit peu quand même ralentir s'il n'y a pas une force de momentum à ce niveau-là. Donc là, on est peut-être dans la dernière partie, enfin, c'est ce qu'on va dire. Enfin, on va être dans la dernière partie. Donc si les taux montent à, on va dire, c'était quoi le dernier niveau là? Parce que là, c'est comme les obligations ont cassé, ça se peut que les taux cassent aussi à très long terme. Donc là, on peut aller effectivement vers les 3,25, voire peut-être après les 3,5. Et le dollar risque de suivre à ce moment-là. Donc voilà. Et comme je disais, quand l'argent va être pris, la prise de profit sur le dollar va être prise, ça va aller fort probablement sur les obligations qui, elles, actuellement, sur celles qui sont sur 10 ans, ont un rendement réel positif, puisque le taux d'inflation, des attentes d'inflation sur 10 ans est de 2,86, je crois, et que là, on voit que le taux réel 10 ans est à 3,13, donc là, on peut voir qu'on commence à avoir des revenus positifs au niveau des taux réels, du rendement réel, donc c'est vrai que ça sera plus attractif que les actions dans un premier temps. Ça, je parle plus dans un premier temps. Et ensuite, l'argent ira dans les actions un peu plus tard. Mais comme je disais, je serais curieuse de voir que vraiment, actuellement, on ne baisse pas plus avec, vraiment avec tous ces éléments-là et que les gens restent autant exposés. Pour moi, on n'est pas passé par du panic selling encore, de la capitulation. Donc comme je dis, c'est vrai qu'on peut faire avoir des petits rebonds. Donc ça n'empêche pas l'un ou l'autre. Hein. Les rebonds sont assez agressifs sur le marché equity avec un VIX élevé. Mais cependant, à un moment donné, je pense qu'on va potentiellement aller casser ce support-là. Et puis là, ça va être free fall. Et au moins, on avancera aussi dans les choses. Hein. Ça sera bien. Donc on verra à ce moment-là. Alors au niveau du VIX aussi, comme je dis, c'est toujours risk-off. Hein. Pourquoi déjà, le VIX est en tendance, hein, comme vous le savez, depuis longtemps. Donc là, on peut voir que vous voyez le marché, le bear market avait commencé en 2007 hein, et que là, on avait un VIX qui restait quand même assez élevé. Et là, c'est un petit peu pareil. Vous voyez, on a un VIX en tendance, donc on a un VIX qui monte. Donc là, on est vraiment en période risk-off. Alors, est-ce qu'on est dans un marché baissier qui va durer longtemps ou est-ce que finalement, ça va pas. Voilà, on va voir les éléments là. Donc, c'est vrai que là, on attend la capitulation, c'est-à-dire vraiment la grosse bougie du VIX majeure, celle qui vraiment pop le plus, celle qui démontre de la capitulation. Et comme je disais, peut-être que ça va encourager cet indicateur-là, BREF, donc le nombre de compagnies qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200, à se rapprocher de cette ligne ici qui sont des occasions opportunes. Et à long terme, alors, ça commence. Bon là après, si c'est vraiment comme en 2008, là on va descendre vraiment très bas. Mais là pour l'instant, j'aimerais déjà aller voir cette ligne-là. Avant, on va y aller étape par étape. Mais ça sera mieux. Pour moi, ça sera mieux parce que vu le contexte actuellement économique, ce qui se passe chez les ménages, comment dire, la consommation au crédit, comment dire, le GDP qui est en dessous de la moyenne, c'est pas forcément des éléments qui vont faire des nouveaux plus hauts sur les marchés. Donc il nous faudrait vraiment un catalyseur qui arrive pour remettre tout ça en place. Et c'est rare qu'on n'ait pas vraiment la bougie de capitulation qui est quand même généralement plus volatile avec un VIX plus élevé.
Donc voilà. Donc après, on va regarder au niveau du gold. Le gold, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que... pardon. Hop. Le gold, c'est qu'il a quand même pas mal tenu malgré un dollar aussi très important. Le gold, pour moi, c'est quand le dollar aussi va commencer un petit peu à dévisser. Je pense que les obligations et le gold vont devenir quand même des actifs qui vont devenir très intéressants pour justement les investisseurs. Donc, qui tiennent autant, je trouve ça favorable, hein. Et comme j'expliquais dans mon ancienne vidéo, c'est pas forcément le gold qui baisse, c'est plus quand on le regarde dans quelle devise il est, hein. Parce que justement, hein, quand on va, par exemple, dans... ça, c'est celui qui est en canadien. Donc, comme il y a une politique, comment dire, de serment monétaire, resserrement monétaire au Canada, ben, on peut voir que ça fragilise le gold. Mais par contre, on peut voir, vous voyez, en JPY, c'est quand même moins. Et aussi, oui, voilà, excusez-moi, j'ai mis en termes de weekly, hebdomadaire pour le JPY. Là, on voit que vraiment, lui, il était vraiment en grosse tendance haussière, puisque la politique, justement, au Japon est la politique accommodante, hein, au niveau monétaire, donc c'est différent. Alors malgré un dollar très élevé, hein, on ne va pas se mentir que quand même le gold a quand même pas mal maintenu justement dans ce marché-là. Alors après, la tendance vraiment, bon je ne vais pas le redire à chaque vidéo, mais la tendance qui a plus vraiment de, comment dire, une vraie tendance, hein, ça reste encore sur les commodités. Donc lui, il ne se fragilise pas tant que ça, malgré aussi une hausse de le dollar qui est quand même très élevée. On voit que ça maintient beaucoup et ça pour moi, c'est peut-être signe que ça va continuer un tout petit peu. Donc les commodités, notamment si on regarde aussi au niveau du Brent, comme on peut constater aussi, là on a un triangle, on a une baisse de volatilité qui s'est produite, hein, dans le triangle. Là, en fait, on va voir si on a un catalyseur pour reprendre. Mais ça, ce serait signe donc de quoi? Que l'inflation n'est pas encore terminée, on n'a pas fait le pic. Et donc que les taux US montent encore, bien évidemment, que ça fragilise peut-être un peu plus au niveau du Nasdaq et aussi que le dollar continue un petit peu de monter. Donc quand tout ça sera fait, si ça se fait, eh bien voilà, ça sera peut-être la dernière ligne droite, on verra à ce moment-là. Au niveau du Bitcoin, c'est exactement la même chose, hein. Je ne vais pas revenir sur les autres, mais le Bitcoin est fragilisé avec l'environnement actuel, bien évidemment, hein. Donc, je ne vais pas faire comme certains et mettre des graphiques bullish toutes les 2 ou 3 heures sur Twitter pour dire ça y est, ça va remonter. Pour l'instant, vu les conditions actuelles macroéconomiques, ce n'est pas juste de l'analyse technique, hein. Il y a aussi de l'analyse macroéconomique et comme le Bitcoin est très corrélé au Nasdaq. Pour moi, là, c'est un bear flag. Et pour moi, ça a cassé. Niveau, comment dire, et au niveau, quand qu'on étudie l'environnement économique, c'est pas forcément très joli non plus. Donc, au niveau du Bitcoin, c'est pareil. Je reste un petit peu plus à côté à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le Nasdaq, on va juste faire une petite parenthèse. Le Nasdaq aussi, on peut voir que quand je dézoome, comme ça, j'aime bien tracer des médianes, médianes manuelles, hein, comme on peut voir, c'est-à-dire une ligne qui passe vraiment de manière centrale. Et vous voyez qu'on a eu quand même un excès ici qui s'est produit et que du coup, le Nasdaq, bien évidemment, il corrige vers un petit peu la médiane centrale. C'est un peu de même aussi par rapport au S&P 500. Donc vous voyez quand je dézoome comme ça, on peut voir qu'on s'est un petit peu écarté ici par rapport à ce genre de médiane que je peux vous mettre à très long terme. Voilà. Et là on s'est un petit peu écarté, donc on a un retracement. Donc pour moi c'est tout à fait un petit peu logique par rapport à tout ça. Donc voilà, donc les retracements actuellement pour repricer toutes les valorisations est pour moi un petit peu plus normal. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc de toute manière, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Faites toujours un petit peu attention avec votre exposition comme j'ai expliqué. Et donc nous, on se retrouve une prochaine fois.